Bonjour mes chers étudiants, heureuse de vous retrouver au niveau de ce module, les juridictions ou l'organisation judiciaire du royaume. Je vais traiter avec vous cette séance, le personnel des juridictions. D'ailleurs, on a déjà abordé durant la séance précédente une petite partie concernant les magistrats. Donc, je vais faire un petit rappel des principaux points qu'on a abordés. On a dit que le fonctionnement des juridictions formant l'ordre judiciaire nécessite l'existence d'un personnel judiciaire qualifié et spécialisé en vue d'établir une bonne justice. Donc ce personnel, il se constitue des magistrats, bien sûr, qui doivent être assistés des greffiers, en plus d'autres auxiliaires de justice qu'on va traiter tout à l'heure, à savoir les huissiers de justice et les avocats. Bien sûr, il y a d'autres auxiliaires de justice, mais on se limitera à traiter ces deux catégories. Donc pour les magistrats, on a dit que les magistrats au terme de l'article 3 de la loi numéro 106-13 portant statut des magistrats, le corps de la magistrature du royaume soumis au présent statut est constitué d'un corps unique comprenant les magistrats de siège et les magistrats du parquet nommés près les juridictions de premier degré, les cours d'appel et la cour de cassation. Et on a déjà précisé qu'actuellement, les magistrats sont régis par le Dahir numéro 1-1641 du 24 mars 2016 portant promulgation de la loi 106-13 portant statut des magistrats. Et bien sûr, les magistrats obéissent à des règles communes quant à leur recrutement, quant à leur nomination, leur statut juridique, mais leurs fonctions varient selon qu'il s'agit de magistrats de siège ou encore de magistrats du parquet. Et on a déjà traité que les règles communes concernant les règles communes aux magistrats, c'est-à-dire les règles qui sont liées à leur recrutement, à leur nomination. Le statut des magistrats prévoit d'autres règles aussi qui régissent leurs obligations et leurs responsabilités. On a traité au niveau des règles communes aux magistrats, c'est-à-dire les règles liées à leur nomination et recrutement. On a traité les règles qui régissent l'accès à la magistrature et on a dit que l'accès à la magistrature peut s'effectuer par deux voies, à savoir la voie ordinaire consistant à nommer les magistrats parmi les attachés de justice et aussi l'accès par voie exceptionnelle qui consiste à la nomination directement de certaines catégories de personnes. La nomination par voie ordinaire, elle a été déterminée par les articles 8 et 9 de la loi 106-13. En fait, l'article 8 de cette loi précise que sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature les attachés de justice ayant réussi l'examen de fin de formation dans l'établissement de formation des magistrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Et on a dit que attaché, le terme attaché de justice, c'est un terme qui est lié ou qui désigne des juges stagiaires. En plus, on a l'article 9 de la même loi qui ajoute que
peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature après avoir satisfait aux épreuves d'un concours les candidats appartenant à certaines catégories de professionnels et de fonctionnaires ne dépassant pas 55 ans au moment de la présentation de la demande et ayant exercé leur profession ou leur fonction de manière effective pendant une durée de 10 années au moins. Et bien sûr, on a dit qu'à partir de ces articles, ils sont nommés des magistrats parmi les attachés de justice qui ont réussi le concours ou l'examen de fin de formation dans l'établissement de formation des magistrats et ayant satisfait aux conditions qui sont imposées par la loi qui régit bien sûr la magistrature. Aussi, on a dit que les candidats qui sont admis au concours doivent effectuer un stage d'une durée de 2 années au moins, et qui comporte un cycle d'études de travaux pratiques à l'Institut supérieur de la magistrature d'une année et un stage d'une année accompli dans les cours d'appel, les tribunaux de première instance. Bien sûr, ce stage il est sanctionné d'un examen et la réussite à l'examen de fin de formation donnera lieu à la nomination par Dahir en qualité de magistrat du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et on a dit qu'en plus de la nomination par voie ordinaire, il y a la nomination par voie exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont dispensées du concours d'accès au corps de la magistrature et qui sont déterminées par l'article 10 de la loi précitée. On a dit que ces catégories se déterminent dans les enseignants-chercheurs qui ont exercé leur profession d'enseignement universitaire dans l'une des branches du droit pendant une durée de 10 ans au moins, les avocats ayant exercé leur profession de manière effective pendant une période de 10 ans au moins, et les fonctionnaires des administrations appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11 ayant au moins 10 années de service public effectif dans le domaine des affaires juridiques. Et bien sûr, dans tous les cas, on a précisé que l'accès au corps de la magistrature, bien sûr que pour tous les candidats doivent satisfaire certaines conditions qui sont communes, à savoir la nationalité marocaine, jouir des droits civiques et être de bonne moralité, ne pas être condamné en justice ou à une sanction disciplinaire pour avoir commis par exemple des actes contraires à l'honneur, la probité, les bonnes mœurs, etc. En plus, les candidats doivent remplir une ou des conditions d'aptitude physique qui sont exigées pour l'exercice de leur fonction judiciaire. En plus de ces conditions, il y a d'autres conditions qui sont liées à l'âge et qui diffèrent selon chaque catégorie. Donc par exemple, on a les candidats au concours des attachés de justice qui doivent ne pas dépasser 45 ans d'âge. Donc au 1er janvier de l'année du concours et être titulaire d'un diplôme universitaire. Donc la loi fixe bien sûr la nature et la durée nécessaire pour son obtention. Et il y a la deuxième catégorie où le législateur impose l'âge de 55 ans, comme on l'a précisé au niveau de l'article 9 de la loi qu'on a déjà cité, donc l'âge de 55 ans pour les catégories des candidats appartenant à certaines professions ou les fonctionnaires
ceci au moment de la présentation de la demande, bien sûr. Donc, le statut juridique des magistrats, concernant leur statut, il comporte plusieurs règles qui sont afférentes à leurs droits et obligations. Par conséquent, les magistrats, en général, bien sûr, ont plusieurs droits. Ces droits peuvent s'envisager dans le droit à la rémunération, le droit à l'avancement, en plus du droit à la protection de l'État. Bien sûr, leurs droits à la rémunération, ils s'envisagent dans le salaire de base, les prestations familiales et aussi certaines primes et avantages qui sont institués pour les magistrats. Ici, on vise notamment les dispositions de l'article, des articles de l'article 26 à l'article 30 de la loi 106/13. L'avancement, il concerne leur avancement de grade en grade ou d'un échelon à échelon, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi 106/13 portant statut de la magistrature. Et bien sûr, afin de bénéficier de cet avancement, le magistrat, il doit figurer sur une liste d'aptitudes à l'avancement. Et aussi, concernant l'avancement de l'échelon en échelon, il dépend de l'ancienneté et aussi des notes qui sont obtenues par le magistrat. D'autres garanties qui sont attribuées aux magistrats au niveau de l'exercice de leurs fonctions, il s'agit de leur inamovibilité conformément à l'article 8 de la Constitution de 2011 et aussi leur droit à la liberté d'expression, mais toujours en compatibilité avec leurs devoirs de réserve et l'éthique judiciaire. Aussi, les magistrats peuvent adhérer à des associations légalement créées poursuivant des objectifs licites ou encore ils ont le droit de créer des associations professionnelles. Et dans ce cadre, l'article 38 de la loi 106/13 précise que dans les deux cas, les magistrats doivent tenir compte de leurs devoirs de réserve et de la déontologie judiciaire et aussi de veiller au respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance de la justice et de préserver les qualités d'honorabilité conformément au principe de la sauvegarde de l'intégrité et des coutumes de la magistrature. Maintenant, pour les obligations des magistrats, ils ont plusieurs obligations qu'on peut résumer dans l'obligation de prêter serment avant d'entrer en fonction. Aussi, il y a l'obligation de résider dans le ressort de la juridiction où ils travaillent. Cependant, on peut nuancer qu'il y a des dérogations à caractère individuel et provisoire qui peuvent être accordées aux magistrats. L'obligation de déclarer par écrit dans les 3 mois qui suivent la nomination les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu'ils possèdent. Aussi de déclarer les biens appartenant au conjoint et aussi aux enfants. L'obligation de bonne conduite et l'obligation d'observer réserve et dignité. De même qu'ils supportent d'autres obligations telles que l'obligation de statuer sur les affaires qui leur sont déférées dans un délai bien sûr qui est raisonnable, sous réserve des délais fixés par les textes particuliers. Et l'obligation de veiller à leur indépendance. Et sur ce dernier point, on précise que le juge doit saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée. Ils sont tenus aussi au secret professionnel, de même qu'il est interdit aux magistrats d'exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité rémunérée ou non.
Mais cependant, ils ont droit, par exemple, à la production d'une œuvre scientifique, littéraire ou artistique. De même, parmi les choses qui sont interdites aux magistrats, c'est qu'ils ne peuvent pas ni constituer ni faire partie d'un syndicat professionnel ou parti politique. Il leur est interdit aussi de mener toute action individuelle ou encore collective de nature à arrêter ou à entraver la tenue des audiences ou le fonctionnement normal des juridictions. Il leur est interdit aussi d'émettre un avis sur une affaire soumise à la justice. Concernant la responsabilité des magistrats, la responsabilité civile des magistrats est traitée par les articles 391 à 401 du Code de procédure civile et en vertu de ces articles, les magistrats sont soumis à un régime particulier s'envisageant dans la prise à partie. Donc la prise à partie, c'est une procédure par laquelle un plaideur demande la condamnation d'un magistrat à des dommages-intérêts selon bien sûr des conditions bien précises. Ainsi, les magistrats peuvent être pris à partie selon l'article 391 du Code de procédure civile en cas de dol, fraude, concussion ou encore lorsque la prise à partie est prévue expressément par une disposition législative qui déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts. Il y a prise à partie aussi en cas du déni de justice suite au refus d'un magistrat, par exemple, à statuer sur les requêtes qui lui ont été déférées, ou encore s'il néglige de juger une affaire en état et dont le tour d'être appelé à l'audience est arrivé. Donc la prise à partie est portée devant la Cour de cassation et on a déjà traité ça au niveau des compétences de la Cour de cassation. Bien sûr, les magistrats, en plus de la responsabilité civile, ils subissent un régime disciplinaire. Et ici, on va signaler les termes de l'article 96 de la loi 106-13 portant statut des magistrats qui précise que tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l'honneur, à l'honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Et ici, pour les sanctions disciplinaires, selon l'article 99 de la dite loi, s'envisage dans des sanctions de premier degré. Par exemple, on a l'avertissement, le blâme, le retard dans l'avancement d'échelon à échelon pour une durée de 2 ans. Même la radiation de la liste d'aptitude pour une durée maximale de 2 ans. Et bien sûr, ces sanctions peuvent être assorties d'une mutation d'office. En second lieu, il y a les sanctions de 2e degré, donc qui peuvent s'envisager dans l'exclusion temporaire des fonctions privatives de toute rémunération, à l'exception des allocations familiales pendant une période qui ne peut pas dépasser les 6 mois. Il y a aussi la rétrogradation d'un grade. En plus, l'article 99 de la loi 106-13 précise que ces 2 sanctions sont assorties d'une mutation d'office. Il y a en 3e lieu des sanctions de 3e degré qui se manifeste dans la mise à la retraite d'office ou la cessation des fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite d'une part et la révocation d'autre part. Par ailleurs, il convient de noter que la compétence de statuer sur les manquements susceptibles d'être imputés au magistrat
revient au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire suivant une procédure qui est déterminée par les articles de 85 à 102 de la loi 113 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est promulguée par le Dahir numéro 1640 du 24 mars 2016. Donc selon l'article 90 de la loi susmentionnée, le Conseil décide après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le classement de l'affaire ou le défèrement du magistrat concerné devant le Conseil lorsqu'il constate que les faits qui lui sont imputés sont sérieux. Donc généralement, c'est tout ce qui concerne les magistrats qui jouent un rôle crucial au niveau de la réalisation de la justice. Et bien sûr, toutes les règles qu'on a traitées ou que le législateur a mis en place ont pour but de réaliser une justice de qualité. Maintenant, les magistrats, ils doivent être assistés d'un greffier, des greffiers ou d'un secrétariat greffier. Le fonctionnement de ce service de la justice ne se contente bien sûr pas seulement des magistrats, mais encore suppose l'existence d'un personnel spécialisé qui assiste ces magistrats, que ce soit les magistrats de siège ou encore les magistrats du parquet, d'où la distinction entre le secrétariat greffe et le secrétariat du parquet. Donc le secrétariat greffe, c'est un secrétariat qui assiste les magistrats de siège, et le secrétariat du parquet, c'est le secrétariat qui assiste le ministère public. En outre, on peut dire que les greffiers ont pour rôle essentiel d'assister les magistrats dans tous leurs actes. Donc à ce titre, leur rôle il est prépondérant car ils assurent plusieurs tâches et sans lesquelles le service de la justice serait défaillant. On peut par exemple citer à titre d'exemple la réception des requêtes et des déclarations, recevoir aussi les taxes judiciaires, délivrer les expéditions de décisions de justice, exécuter les décisions, tenir les registres d'audience, etc. Donc les greffiers, bien sûr, ils jouissent de plusieurs compétences, mais on peut signaler qu'il y a là certaines difficultés au niveau des notifications ou en matière de notification. Donc dans ce cadre, le législateur a estimé utile la création d'un corps d'huissier de justice qui s'avère important de traiter au niveau des auxiliaires de justice. Donc les auxiliaires de justice, ce sont des personnes qui facilitent le fonctionnement du service de la justice. Ils assistent les juges et les justiciables. Comme on l'a déjà signalé, au niveau de cette partie ou de ce cours, on se limitera à l'étude des huissiers de justice et aussi des avocats. Il y a plusieurs auxiliaires de justice, plusieurs catégories de professions qui forment, bien sûr, qui sont classées en tant qu'auxiliaires de justice, puisqu'ils assistent la justice au niveau de la réalisation de son service. Donc, commençons par les huissiers de justice. Donc, vu son importance au niveau du fonctionnement du service de la justice, le corps d'huissier de justice a été réglementé par le Dahir numéro 1/91.
440 du 25 décembre 1980 portant promulgation de la loi 41/80, modifiée et complétée par le Dahir portant loi numéro 1/93-138 du 10 septembre 1993. Et on signale qu'actuellement, les huissiers de justice sont régis par le Dahir numéro 10623 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi 8103 portant l'organisation de la profession d'huissier de justice. Le décret d'application de cette loi a été adopté en 2008, décret numéro 208-372 du 28 octobre 2008. Selon l'article 1er de la loi 8103, l'huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale et qui a plusieurs tâches telles que la notification, la procédure d'exécution des jugements, des ordonnances, des arrêts et des actes et titres ayant force exécutoire. Il a d'autres rôles qu'on peut citer, on va citer à titre d'exemple les citations à comparaître, par exemple prévues par le Code de procédure pénale, la notification des mises en demeure, donc il a plusieurs rôles qui sont très essentiels et bien sûr les huissiers de justice subissent avant l'accès à cette profession, ils doivent répondre à plusieurs conditions que la loi leur impose. Et en plus des huissiers de justice, on a dit il y a les avocats aussi qui exercent une profession libérale et l'accès à cette profession exige certaines conditions d'aptitude et d'honorabilité. Ils doivent être, bien sûr, l'avocat il doit être inscrit à un barreau et les avocats se constituent ou constituent un ordre bien sûr qui a à sa tête un bâtonnier et qui est administré par un conseil d'ordre. Donc le rôle de l'avocat, c'est un rôle qui est crucial en tant qu'auxiliaire de justice. Donc il joue plusieurs rôles. Donc il a la représentation des parties, il les assiste, il plaide devant les tribunaux, devant les juridictions. Ils sont tenus aussi à les avocats sont tenus aussi à plusieurs obligations telles que le secret professionnel et bien sûr les avocats reçoivent des honoraires en contrepartie de leur service. Donc mes chers étudiants, je vous souhaite bon courage et bonne année universitaire.